Bon, alors effectivement, je ne suis pas scientifique et l'exposé que je fais n'est pas scientifique. C'est en fait l'exposé d'une thèse, mais qui, en revanche, comme toute thèse, s'appuie sur des faits, sur des raisonnements et des travaux attestés. Et à l'origine, il était prévu pour ça la conférence avant celle de Luc, et je pense que c'est très bien qu'on ait eu cette très bonne base. Et moi, aussi, ça m'a fait un petit cours de rappel tout à fait utile de ce précédent exposé. Donc moi, je vais plutôt avoir une démarche, alors, il manque quelques chaînons manquants, mais de ce qu'on pourrait dire d'écologie politique. Voilà, alors c'est donc à la base d'un livre, comme l'a rappelé, Fin de l'Occident, naissance du monde. Et le mieux, c'est peut-être que je commence tout de suite. Merci de votre attention. Alors, j'ai pas de date de. Voilà, c'est oral, il n'y a pas de document. Peut-être que s'il y avait une thème, mais maintenant ça ne fait plus du tout les tableaux, je marquerai des noms avec les orthographes des deux chercheurs que je pourrais citer éventuellement. Mais bon, c'est pas grave. Alors. Monter l'écran. Et là, ça va plus qu'à remonter l'écran. Et donc la thèse que je vais vous présenter, alors vous allez voir, ça va être à la fois. On va attendre. Il y a maintenant beaucoup d'écoles, il n'y a même plus de tableau, il y a plus de traits, alors ça devient très difficile si on ne vient pas avec le PowerPoint. Alors moi je ne suis pas contre les PowerPoint, j'ai jamais trouvé le temps de traduire en PowerPoint les exposés. Bon, le point de départ, la réflexion que je vais vous proposer, c'est de chercher en fait à expliquer la situation actuelle, la situation politique, historique au sens large de ce que nous vivons en ce début du XXIe siècle. Et le point de départ, c'est de se dire qu'on ne peut pas comprendre cette situation dans les événements aussi au jour le jour, y compris ceux de la semaine dernière nous disent l'intensité qu'elle peut avoir, et parfois la difficulté à la comprendre, si on ne se place pas dans la longue durée. Et se placer dans la longue durée, ça veut dire dans la longue durée de l'aventure humaine. On peut encore monter à un moment important qui est celui il y a à peu près 70 000 ans. 70 000 ans, c'est le moment de la sortie d'Afrique de ceux qui sont les Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire les humains qui étaient tels que nous sommes aujourd'hui, ils étaient habillés différemment, autrement ils étaient biologiquement tout à fait comme nous, c'est nos réels ancêtres, et pour des raisons qu'on ne sait pas, que les archéologues, les paléontologues n'ont pas encore bien déterminées, même s'ils ont des hypothèses, les quelques groupes, c'est quelques milliers d'individus, quelques milliers d'hommes et de femmes, entre 5 et 10 000, qui sont dans cette région qui aujourd'hui à peu près dans le rift africain, vers le Kenya, décident de quitter rapidement cette région. Et donc on remontait à travers la région qu'on appelle maintenant la Palestine, et puis pendant les dizaines de milliers d'années suivantes, vont se répandre à travers toute la planète finalement. Les uns vont aller jusqu'en Australie, d'autres vont migrer vers l'Asie du Nord, passer le détroit de Bering à un moment où le cycle climatique avait fait que le passage à pied était possible, et ont ensuite colonisé, si l'on peut dire, toutes les Amériques. D'autres se sont répandus en Europe et ont rencontré leurs cousins néandertals qui ont fait disparaître, apparemment aussi bien à coup de massue que par, semble-t-il, une rencontre amoureuse, amicale. Voilà. Toute cette évolution pendant des milliers d'années, dizaines de milliers d'années, qui occupe progressivement la quasi-totalité des écosystèmes de la Terre, passe ce moment très important, il y a 10 000 ans, à peu près 10-12 000 ans, de la révolution néolithique, moment essentiel dans l'histoire humaine, et d'une certaine manière, nous sommes encore dans l'époque néolithique, c'est-à-dire ce passage de mode d'existence fondé sur la chasse et la cueillette à un mode d'existence qui commence à être fondé majoritairement sur l'agriculture. Et donc l'agriculture, ça va permettre, en permettant de constituer des stocks d'aliments qui durent d'une année sur l'autre, de saison en autre saison, à bâtir des sociétés plus sophistiquées, plus complexes, qui vont aussi devenir
hiérarchiques qui vont aussi avoir une capacité d'expansion démographique importante. Et puis, voilà, après ce néolithique dans lequel finalement nous sommes encore, même si on réévoquera l'anthropocène tout à l'heure, ces sociétés humaines se sont développées et arrivent au point où nous en sommes aujourd'hui. Mais si je raconte très rapidement, si j'évoque plus exactement très rapidement cette longue histoire, pour nous situer dans cette profondeur historique, c'est pour souligner un trait commun qui est peu sensible, peu connu, c'est qu'en fait, nous disent les paléontologues, les historiens de l'énergie, les archéologues, il y a un trait commun qui a parcouru toutes ces sociétés humaines jusque très récemment, jusque quasiment le XVIIe siècle, c'est qu'en moyenne, les humains ont eu un niveau de consommation, de disponibilité énergétique très semblable, et donc un niveau de consommation matérielle très semblable, très homogène. Alors certes, il y avait des différences au sein des sociétés, surtout à partir du moment où, dans l'ère néolithique, on l'a évoqué rapidement, il y a eu une sophistication, une hiérarchisation des sociétés. Évidemment, par exemple, entre les mandarins de la cour de Pékin et les paysans du Sichuan, entre les aristocrates de Versailles ou de Buckingham Palace et les paysans de la Beauce, qu'on a évoqué tout à l'heure, du bassin londonien, il y avait des différences énormes de consommation matérielle. Mais si on raisonne en moyenne, on se rend compte que dans toutes les sociétés humaines, il y avait un niveau de consommation énergétique et donc, schématiquement, matériel, tout à fait comparable. Alors pourquoi? Eh bien parce que toute l'histoire de l'humanité s'est déroulée dans un contexte où l'énergie disponible était très limitée. Elle a été essentiellement fondée sur le bois et un peu moins important, mais c'était important aussi, sur les animaux. C'est-à-dire finalement une énergie qui était la transformation de la photosynthèse et qui était la principale source énergétique pour les sociétés humaines. Alors qu'est-ce qui se passait quand des sociétés arrivaient à un certain niveau de développement où, pour employer des termes modernes, l'économie commençait à se développer, à avoir des potentialités d'expansion? Eh bien, il y avait des besoins d'énergie qui croissaient et ces besoins d'énergie rentraient en concurrence avec l'autre élément absolument essentiel de l'activité économique pendant toute la période néolithique, qui était l'agriculture. Parce que plus de bois, ça signifie moins de surface, ça signifie plus de surface, donc une surface qui est prise sur la superficie agricole à un moment où les rendements agricoles, on l'a évoqué aussi, étaient limités. Et donc, il y a eu pendant tout le dernier millénaire finalement que nous avons vécu, où ces sociétés sont devenues assez nombreuses pour rentrer dans des logiques de développement économique, pour employer des termes modernes, cette limitation, cette contrainte énergétique empêchait un vrai développement. Et il y avait donc cette certaine homogénéité dans les consommations énergétiques, les disponibilités énergétiques d'un bout de la planète à l'autre. Les choses ont commencé à changer à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, et là on va resserrer la focale temporelle, et en observant qu'à cette époque, l'Europe n'était qu'une civilisation parmi d'autres. C'était certes une civilisation brillante, dynamique, on a cité par exemple Versailles, on a évoqué les cathédrales, etc. Mais si on compare aux autres grandes civilisations de l'époque, la Chine, la culture indienne, l'islam, l'Empire turc, eh bien l'Europe était une civilisation relativement petite et pas spécialement puissante par rapport aux autres. Or, qu'est-ce qui va se passer à partir du XVIIe et XVIIIe siècle? Eh bien, cette petite région du globe va prendre son envol et se distinguer très nettement des autres pour arriver à la situation qui nous est familière et qui était familière à la fin du XXe siècle. Alors ça, c'est le phénomène qu'on peut appeler, de manière tout à fait légitime, celui de la révolution industrielle, mais c'est autre chose, et je vais reprendre là un terme de Kenneth Pomerantz, un historien sur lequel je vais m'appuyer, qui parle de grandes divergences. C'est-à-dire que Kenneth Pomerantz est un historien des États-Unis toujours vivant et en pleine activité, cherche à expliquer ce qui est un problème historique depuis plusieurs décennies. Pourquoi est-ce que l'Europe a divergé, c'est devenu alors que sur cette base de relative infériorité par rapport à d'autres cultures et d'autres civilisations, pourquoi l'Europe est-elle devenue, avec l'Occident, l'Amérique du Nord, etc., la puissance dominante, la culture dominante que l'on connaît ou que l'on a connue à la fin
fin du XXe siècle. Alors les explications des historiens étaient sans jamais être vraiment convaincantes. C'est la technologie, c'est les structures juridiques qui l'ont permis, c'est un esprit particulier de la philosophie occidentale, l'individualisme, c'est les techniques agricoles, mais en fait aucune de ces explications n'expliquait vraiment pourquoi l'Europe a pris cette telle ascendant, pourquoi elle s'est engagée dans cette divergence, pour reprendre le terme de Kenneth Pomerance, et Kenneth Pomerance justement est dans ce domaine de connaissance et de discussion en ce moment, il est de grande importance, il apporte cette explication que je vais essayer de vous présenter maintenant rapidement. En gros, le raisonnement de Kenneth Pomerance va être écologique. Alors, non pas tout à fait écologique au sens où Luc Abadi vous l'a présenté, mais écologique où, du point de vue historique, le mot d'écologique veut dire que les principaux déterminants de l'évolution des sociétés, c'est leur rapport aux ressources disponibles et les rapports aux facteurs de l'environnement. Alors, ce qui s'est passé selon Kenneth Pomerance, c'est qu'en fait, dans des sociétés qui commençaient au XVIIe et XVIIIe siècle à avoir une potentialité de développement économique fort par la poussée de la population, la chance de l'Europe, et particulièrement des pays, et notamment l'Angleterre, qui était le fer de lance de cette expansion, c'est d'avoir la possibilité d'une disponibilité tout à fait nouvelle en matière d'espace écologique, pour reprendre son terme, essentiellement énergétiquement et aussi, on va le voir, en termes de matières premières. C'est ainsi que Pomerance, qui à la base est un historien comparatiste, j'ai évoqué la Chine du Sichuan, qui est en gros la région autour de Shanghai aujourd'hui, et le bassin londonien, son premier travail avait été de comparer au XVIIe et XVIIIe siècle les conditions d'existence des paysans, de la société dans ces deux régions, et d'observer avec grand étonnement qu'en fait les niveaux de consommation de mode de vie étaient tout à fait comparables, et même que, d'une certaine manière, la société du Sichuan, les paysans étaient plus prospères que ceux du bassin londonien. À partir de ce travail, j'ai expliqué qu'est-ce qui avait pu se passer, comment la Chine, qui avait aussi les mêmes potentialités humaines et économiques de se développer, n'a pas enclenché ce mécanisme de développement, alors que l'Angleterre l'a pris de manière très forte. Et en gros, ce que dit Kenneth Pomerance, c'est que l'Angleterre et à sa suite l'Europe a eu deux chances, c'est de desserrer cette contrainte énergétique dans la compétition avec les superficies agricoles en non seulement découvrant le charbon, mais en ayant la capacité, les possibilités d'exploiter le charbon, qui est une source d'énergie d'une part extrêmement dense et qui par ailleurs est en sous-sol. Ça veut dire qu'on pouvait avoir une source d'énergie abondante qui ne demandait plus, à la différence du bois, des superficies agricoles qui étaient d'autant plus nécessaires qu'on était dans des phases d'expansion démographique et donc il y avait un besoin de production agricole forte. Alors la Chine avait aussi du charbon, elle en a d'ailleurs toujours, vous le savez, mais le charbon est essentiellement dans le nord de la Chine. Il y a un moment où les zones de grand développement, on a cité Shanghai, le Sichuan était plutôt dans le sud. Et à cette époque, au XVIIe, XVIIIe siècle, transporter des dizaines, des centaines de tonnes de charbon sur 3000 km, c'est très difficile, c'était économiquement, là encore, pour reprendre ce terme très moderne, pas possible. La chance du charbon anglais, et puis d'autres régions industrielles qui sont développées pour la même raison, comme la Ruhr en Allemagne, comme la Lorraine ou le nord de la France sur le continent, c'était d'avoir cette source d'énergie nouvelle, accessible à l'endroit même, quelques kilomètres, dizaines de kilomètres, où les premières industries, les premières manufactures, les premiers besoins d'une grande quantité d'énergie commençaient à se développer. Et la deuxième chose explique Kenneth Pomerance, la deuxième chance de l'Europe qui explique selon lui cette grande divergence, c'est qu'il y a eu cet immense espace écologique dont évidemment ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Empire turc ne disposaient. Et là, ça n'a pas été tellement pour une ressource énergétique, mais aussi pour des ressources autres, notamment par exemple le coton ou le sucre. Alors pourquoi le coton c'était important? Parce que le coton, la première industrie qui s'est développée en fait c'est l'industrie textile essentiellement. Et avec le textile on avait le même problème que pour le bois dans l'époque antérieure, c'est que le textile, jusqu'à la révolution industrielle et le développement du coton, c'était le lin ou c'était la laine. Or le lin et la laine, c'est des animaux, c'est des cultures, ça prend de l'espace qui rentraient en concurrence avec les superficies agricoles à un moment où on avait besoin de développer la production agricole. Avec le coton que l'industrie anglaise va pouvoir faire venir des États-Unis, de l'Amérique,
on soulève, on a un nouveau moyen à nouveau de desserrer cette contrainte de la concurrence avec l'espace agricole. Et puis ça peut jouer aussi sur d'autres choses, par exemple le sucre. Alors le sucre, on a un petit peu l'habitude de le prendre en café ou en confiserie, mais en fait ça a aussi une capacité alimentaire extrêmement importante. Alors, par exemple, Paul Rance fait le calcul en reprenant les statistiques d'importation de sucre des États-Unis. Enfin, c'est bien connu pendant tout le 18e et 19e siècle, et puis en faisant le calcul du nombre de calories que cela représente, et bien aboutit à dire que tout le sucre importé des États-Unis pendant cette période représentait l'équivalent de production agricole de 36 000 hectares en Angleterre pour alimenter la population anglaise. Donc voilà, desserrement de la contrainte énergétique, desserrement de la contrainte de la concurrence agricole par rapport à la fourniture d'un certain nombre de matières premières, donc possibilité d'enclencher le moteur de l'activité économique, plus d'énergie, plus d'activité, plus de production, développement de la technologie, supériorité militaire aussi, donc qui permet d'aller coloniser les pays qu'on appelle maintenant les pays du Sud, et là vous retrouvez tout le schéma de la révolution industrielle, avec aussi, et de manière tout à fait inséparable, le schéma de la colonisation et donc de la suprématie globale de l'Occident, pour faire simple, sur l'ensemble de la planète. Avec cette situation qui nous paraît tout à fait normale aujourd'hui, si par exemple je dis que chacun d'entre nous consomme en moyenne à peu près 50 fois plus d'énergie qu'un habitant du Centrafrique ou de Tanzanie, vous me direz oui, quelque part on le sait. C'est vrai. Sauf que c'est, au regard de la longue période de l'histoire humaine, une situation tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire que cette grande convergence qui s'est amorcée au XVIIe et XVIIIe siècle, qui a conduit à une situation de disponibilité énergétique et matérielle, des niveaux de disponibilité énergétique et matérielle extrêmement différents entre deux points de la planète, et une période très courte sur l'histoire de l'humanité, conduit à des écarts tout à fait extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? C'est que nous sommes en train, pour reprendre symétriquement l'image de Kenneth Rembrandt, de rentrer dans une époque de grande convergence, c'est-à-dire où ces situations vont se resserrer. Grande convergence, ça veut dire quoi? On peut dire que c'est le phénomène, là aussi, que vous connaissez bien, de mondialisation, mais avec des aspects tout à fait essentiels qui n'est pas assez évoqué, c'est que nous sommes en train, sur plusieurs décennies, de revenir à des niveaux de consommation énergétique, une fois de plus, en moyenne par habitant, comparables d'un bout de la planète à l'autre. C'est ça un des facteurs essentiels qui est en train de se jouer dans l'uniformisation des modes de vie, dans la convergence des modes d'existence. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on va retrouver, on est sur une pente qui va viser, qui va retrouver la situation qui était normale pendant tout l'essentiel de l'histoire de l'humanité, qui est des niveaux de consommation, de disponibilité énergétique identiques d'un bout à l'autre de la planète sur toute la planète. Mais c'est là que dans la période actuelle de ce début du XXIe siècle, une différence essentielle, et qui là aussi est un élément absolument nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est que les conditions écologiques ont totalement changé. Les conditions écologiques dans lesquelles évoluent ces sociétés ont totalement changé, au point qu'on peut parler d'une sorte de mur écologique, on va y revenir. On peut plus simplement parler de crise écologique. Alors je ne vais pas la développer ici, je pense que le terme de changement climatique maintenant, et non seulement le terme et le concept et le contenu vous est familier, juste souligner un point important, c'est le risque d'irréversibilité dans laquelle nous nous situons selon les climatologues. C'est-à-dire, par exemple, on évoque souvent la notion du seuil de 2 degrés de réchauffement de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est un terme, un niveau qui est choisi, à peu près, avec l'idée que si on allait au-delà d'un certain seuil, le système climatique serait dans un tel changement, dans un tel déséquilibre par rapport à la situation intérieure qu'il ne serait plus possible de revenir à l'équilibre antérieur, même si on arrivait à réduire très fortement les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un aspect du changement climatique qui est absolument essentiel. Un autre qui a été évoqué, c'est la crise de la biodiversité, avec ce phénomène historique d'extinction des espèces. Luc Abadie rappelait que les écologues, les biologistes disent que nous sommes en train de vivre la 6e crise d'extinction des espèces. Vous
vous savez que la 5e crise d'extinction des espèces, c'est celle qui s'est déroulée il y a 65 millions d'années et qui a vu la disparition des dinosaures. Et puis aussi, troisième volet qu'il ne faut jamais oublier, pas seulement parce qu'il a été à la racine de la préoccupation écologique, on parlait tout à l'heure de Rachel Carson, qui a un autre livre tout à fait important, Le Printemps silencieux, édité en 1962, c'est la pollution généralisée des écosystèmes qui maintenant commence même à toucher, et je trouve ça très frappant, le plus grand écosystème de la planète, qui est l'écosystème océanique. Vous savez que les océans recouvrent très largement presque les 3/4 de la planète. Vous pouvez penser que leur immensité les mettait à l'abri des impacts de l'activité humaine. Ce qu'on est en train d'observer, c'est que par l'acidification du corail, par la multiplication de polluants plastiques et autres, par la chute des stocks de la biodiversité halieutique, l'écosystème océanique lui-même est sujet à une pollution extrêmement importante qui met en cause sa résilience, précisément, pour reprendre ce terme. Alors, si on croise maintenant les deux grands phénomènes de l'époque, on arrive à une conclusion. Les deux phénomènes, je vous les rappelle, c'est celui de la convergence historique des niveaux moyens de disponibilité énergétique, donc en gros de consommation matérielle, dans un contexte de crise écologique, de situation écologique extrêmement importante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette convergence ne va pas pouvoir se faire avec 9 milliards d'habitants, en gros, en 2050, avec le niveau de consommation énergétique et matérielle qui est celui des habitants des pays occidentaux aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Il faut le rappeler, c'est que si tous nos amis centrafricains, tanzaniens, indiens, boliviens consommaient autant d'énergie et avaient une telle consommation matérielle que la nôtre, avec nos micros, nos caméras, nos séjours de ski, nos montres, etc., eh bien, on serait dans une situation de crise écologique qui ne serait absolument plus supportable, ou plus exactement peut-être qu'on y viendra, mais qui entraînerait des conséquences de conflits et de difficultés au sein des sociétés humaines tout à fait insupportables. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ces deux phénomènes historiques de convergence dans une situation de crise écologique fait que le niveau moyen de consommation énergétique va se situer à un niveau inférieur à celui qui est aujourd'hui familier des pays du Nord, des pays occidentaux, et que donc nous allons vers une baisse du niveau de consommation énergétique et matérielle dans les pays. Alors en fait, et là on resserre à nouveau la focale temporelle, on peut dire que cette évolution elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé avec la crise financière qui s'est ouverte en 2007, qui s'est développée en 2008. Ça fait maintenant, vous êtes assez jeune ici, presque totalement partie de votre histoire, puisque 2008, c'est il y a 6 à 7 ans. C'est à la fois très récent et en même temps, ça commence à prendre un champ historique. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on peut commencer à observer un certain nombre de phénomènes qui sont déroulés depuis 2008. Et notamment, ce que les économistes observent, c'est qu'on commence à observer une baisse du niveau de vie moyen dans les pays riches depuis cette époque. Autrement dit, et ça sera ma thèse ici, c'est que ce grand tournant de l'effondrement, de l'affaissement financier et la crise du système économique enclenchée en 2008 amorce ce mouvement historique d'une certaine manière irréversible et par ailleurs nécessaire de la baisse des niveaux de consommation énergétique et matérielle. Mais alors, les chiffres sont encore assez faibles, hein, c'est moins 0,7%, moins 1%. Hein. Par exemple, en France, ça sera l'INSEE qui fait une étude annuelle sur le revenu des ménages, qui paraît chaque année au printemps. Par exemple, sa dernière édition a vu une baisse de 0,5% du revenu médian par rapport à 2016. On observerait la même évolution en Angleterre, aux États-Unis, etc. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que cette baisse n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que les économistes observent qu'il y a une baisse plus forte du revenu pour les 40% de la population la plus pauvre. Il y a une sorte de stabilité, voire d'érosion pour les classes moyennes,
Et il y a une augmentation de la richesse et du patrimoine pour les 5 à 10% les plus élevés, les plus riches dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouvement qui commence à s'amorce ne se fait pas de manière équitable dans toutes les sociétés, mais que paradoxalement, ce sont les plus pauvres qui supportent le poids de la mutation qui a commencé à s'amorcer. Alors pour le comprendre, il faut revenir à une analyse de la société actuelle et on va en dire dans l'évolution du capitalisme actuel qui est importante. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans une situation où il y a une très grande inégalité, et une inégalité qui là aussi, je pense, est relativement familière, mais qui a évolué très différemment dans les 60 années qui se sont déroulées. Schématiquement, dans ce qu'on a appelé en France les 30 glorieuses, c'est-à-dire la fin des années 40, 50, 60, 70, il y avait un partage des revenus du travail et du capital au niveau global qui était assez stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'inégalité, mais ça veut dire que les rapports de force entre les sociétés faisaient que l'accroissement de la richesse annuelle se répartissait de manière équitablement entre les revenus des salariés et les revenus des propriétaires de capital. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1980? Et c'est très bien attesté par un certain nombre d'économistes, notamment Thomas Piketty, dont je pense le nom vous est familier. Peut-être vous avez entrepris la lecture du Capital au XXIe siècle, qui serait un livre qui se lit très bien, qui mérite vraiment d'être lu parce que c'est un effort intellectuel, mais il a un grand avantage de se lire très aisément. Thomas Piketty avec Emmanuel Saez et d'autres sont parmi les économistes qui ont montré cette évolution. C'est qu'à partir de 1980, et c'est très daté, c'est pas tout à fait un hasard si c'est la période d'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre et de Ronald Reagan aux États-Unis, eh bien, on observe une inflexion dans l'évolution des inégalités dans les pays occidentaux. Alors, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y en a une que je vais vous montrer, évoquer rapidement, parce qu'elle est très parlante. Elle a été faite par Friedman et Sachs. Alors, c'est pas Friedman de Milton Friedman. Je ne sais pas si certains d'entre vous font l'économie, je ne me rappelle plus. Mais voilà, peu importe. Donc, deux économistes qui s'appellent Friedman et Sachs et qui ont étudié l'évolution des inégalités depuis donc la fin des années 40, avec un indicateur très parlant qui est le rapport entre ce que gagnaient et gagnent les trois principaux dirigeants des 50 plus grandes entreprises aux États-Unis. Et ils ont comparé le rapport de ce revenu des trois principaux dirigeants des 50 plus grandes entreprises au revenu moyen des travailleurs aux États-Unis. Donc vous voyez que là, vous avez un ratio d'inégalité qui est pareil. Et surtout, ils ont regardé son évolution d'emploi. Alors, je vous le fais dans l'air, c'est très simple. Ça commence à partir des années 40 et c'est une ligne assez stable pendant les années 50, 60, 70. En gros, ça aussi autour de 30 à 40, il y a des fluctuations. Et puis, à partir de 1980, ça augmente très fortement, de manière continue jusqu'aux années 2000. Et là, on atteint les niveaux de 300, entre 200 et 300, 250. Alors l'étude de Friedman et Sachs s'arrête en 2002, elle a été reprise en 2013 par un autre organisme économique qui s'appelle le PI et qui a continué pour savoir ce qui s'était passé jusqu'en 2013. En fait, ce qui s'est passé jusqu'en 2013, c'est que l'ascension s'est arrêtée, mais on est toujours à des niveaux de 250 à 300. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une rupture dans l'évolution du capitalisme des 60 ou 70 dernières années et qu'il y a un nouveau régime de répartition des richesses et donc des relations sociales et des relations politiques qui s'est mis en place dans les 30 à 40 dernières années. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est-à-dire, mais je ne rentrerai pas dans le détail, une situation qu'on pourrait qualifier en termes politiques d'oligarchie, c'est-à-dire une situation où un petit nombre de personnes cumulent le pouvoir de direction de la société, le pouvoir économique, par cette capacité d'accumuler la richesse, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique. Pourquoi cette question d'inégalité, elle est importante par rapport à la situation écologique dans laquelle nous sommes? Pourquoi, d'une certaine manière, puisqu'on est relativement dans une société bloquée, on fera là-dessus, dans une société conflictuelle, où la nécessité de s'adapter pour réduire les consommations matérielles n'est pas franchement acceptée,
parce qu'on a une très forte inégalité. Pourquoi est-ce que la question de l'inégalité est à mettre en relation avec la question de la gestion écologique globalement? Pour le comprendre, je vais m'appuyer sur un autre économiste qui a vécu, lui, à la fin du XIXe siècle, qui est un très grand économiste, qui s'appelle Thorstein Veblen, V-E-B-L-E-N, et qui est maintenant un petit peu oublié, mais dont la thèse est très forte. Alors je vais là aussi la résumer à coup de hache ou de serpe, si vous avez c'est aussi un livre intéressant à lire qui est plus ardu, qui s'appelle La théorie de la classe de loisirs, qui est maintenant réédité. En gros, ce que dit Thorstein Veblen, c'est qu'il y a au sein des sociétés humaines une tendance à rivaliser qui, selon lui, est un trait de la nature humaine. Ça ne veut pas dire que la nature humaine se réduit, selon Veblen, à cette tendance à rivaliser, mais ça veut dire que dans toutes les sociétés, on retrouve cette tendance de rivalité symbolique, de rivalité ostentatoire, on va y revenir. Alors c'est pas tout à fait l'anecdote, mais pour comprendre le cheminement intellectuel de Veblen, il parlait à une époque, à la fin du XIXe siècle, où il y avait encore à la fois le développement de l'ethnologie ou de l'ethnographie, comme on disait à l'époque, et des sociétés premières qui n'avaient pas été encore balayées par l'acculturation, le bulldozer de la civilisation occidentale, et qui avaient encore suffisamment de vitalité pour que les observateurs puissent les analyser et les témoigner dans leur pleine existence. Et donc, ce qu'il observait par rapport au récit de tous ces ethnographes, c'est que dans beaucoup de sociétés, pas seulement la société occidentale qu'ils connaissaient, mais on retrouvait cette tendance à rivaliser. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit, non pas, c'est pas une rivalité conflictuelle, c'est pas une rivalité agressive, mais c'est une rivalité symbolique qui consiste à montrer par quelques traits extérieurs qu'on est un petit peu supérieur, un petit peu plus de prestige que les collègues, les camarades, les membres de la famille, du réseau social dans lequel on est impliqué. C'est en quelque sorte le principe de la distinction. La deuxième chose que disait Veblen, c'est que ce principe de la distinction, comment les individus vont-ils trouver les moyens qui vont leur permettre d'assurer ce prestige supérieur en regardant et en imitant la façon dont les membres de la couche supérieure de la société, de la classe supérieure de la société, vivent, et qui eux-mêmes sont d'ailleurs en proie à la rivalité ostentatoire. Donc, à chaque niveau, on va imiter, d'une certaine manière, la façon dont vivent ceux qui sont sur la couche, dans la classe supérieure, qui eux-mêmes imitent ceux qui sont au-dessus, qui eux-mêmes imitent ceux qui sont au-dessus, et finalement, expliquait Veblen, c'est ceux qui sont tout en haut, qu'il appelait donc la classe de loisirs, mais pas dans un sens marxiste du tout, ceux qui sont tout en haut, et qui, d'ailleurs, sont eux aussi en proie à la rivalité ostentatoire. Par exemple, dans le monde actuel, ils voudront avoir le yacht le plus grand, l'avion le plus luxueux, la villa la plus grande, dans l'île la plus magnifique au Caïman ou ailleurs. Le principe de la rivalité ostentatoire joue tout à fait. Et ce qu'explique Veblen, c'est que la classe de loisirs donne le modèle culturel que chacun va chercher à imiter. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation comme celle de notre société du début du XXIe siècle, où il y a une très grande inégalité, où il y a aussi une surconsommation énorme, et une consommation d'autant plus grande que, à la fois, nous sommes dans une situation historique où la richesse matérielle globale n'a jamais été aussi grande. Eh bien, cette inégalité très grande, en projetant un modèle culturel de surconsommation qui va imprégner toutes les sociétés, et pas seulement comme à l'époque de Veblen qui résonnait à la fin du XIXe siècle dans le cadre de sociétés relativement fermées, mais maintenant nous sommes dans une époque où, par la télévision, par la publicité, par les voyages, d'un bout à l'autre de la planète, soit tanzanien, centrafricain ou bolivien, quels que soient ces niveaux de consommation énergétique ou matérielle. En revanche, on sait tous les uns et les autres comment nous vivons à New York, à Paris, à Rennes, à Londres ou à Tokyo. Eh bien, ce mécanisme de la rivalité ostentatoire se joue à l'ensemble de la planète. Et donc, si on est dans cette situation de très grande inégalité, alors moi j'appelle ça l'oligarchie, les classes dominantes, les classes dirigeantes, d'une certaine manière, peu importe, ceux qui ont ce pouvoir et cette capacité de capter une partie très importante de la richesse et des pouvoirs, ils bloquent les évolutions nécessaires vers la réduction globale de la consommation énergétique et matérielle, et par ailleurs, ils induisent un désir de surconsommation par leur propre comportement et par ce mécanisme de la rivalité ostentatoire.
Alors si bien que d'une façon, puisque je reviens maintenant à la question qu'on se posait au départ, enfin, je ne sais pas si vous la posiez, mais c'est celle que je vous proposais d'essayer de comprendre la situation actuelle, la situation historique dans laquelle nous vivons en ce début de 21e siècle. Et on peut dire que cette époque, elle est marquée par une contradiction cruciale entre, d'un côté, ces phénomènes historiques de crise écologique dans le contexte de convergence des sociétés vers un niveau d'existence relativement homogène, et de l'autre, un conservatisme d'une classe dominante, d'une classe de privilégiés qui bloque les évolutions nécessaires, en particulier, et ce que j'allais dire, surtout dans les pays riches, puisque moi, je me situe un raisonnement de membres de pays riches dans un pays riche. Alors qu'est-ce qui peut se passer? On peut définir très rapidement des scénarios d'évolution possible, des scénarios d'évolution politique au sens large du terme. Pour faire simple, on pourrait dire que dans cette situation de régime oligarchique, on peut avoir le risque d'une évolution violente. C'est-à-dire que face à la montée des tensions écologiques de plus en plus fortes, qui se manifestent par les sécheresses qu'on a évoquées, les crises climatiques à venir, les crises à l'eau qui vont venir, les crises de production agricole qui peuvent survenir, etc., face aussi à la perception de plus en plus grande de ces phénomènes d'inégalité et du fait que dans la situation économique difficile dans laquelle on est, ce sont les pauvres ou les classes inférieures qui supportent l'essentiel du poids de l'adaptation, on peut avoir des phénomènes de rébellion, de contestation, face à quoi le système de pouvoir actuel répond par un autoritarisme croissant, par une répression policière de plus en plus forte, par un contrôle médiatique de plus en plus fort, par une stigmatisation des étrangers de plus en plus forte et par un quelque sorte de repli sur soi. Et puis, par ailleurs, dans ces sociétés qui, on aura peut-être l'occasion de détailler, pour essayer de maintenir une situation d'équilibre, cherche à avoir l'équilibre social essentiellement, cherche toujours à être dans des situations de croissance, eh bien, une course aux ressources énergétiques, matérielles, minérales, agricoles aussi par le phénomène accaparement des terres, de plus en plus vif, et qui va aussi conduire à des possibilités de guerre ou de rivalité entre États ou entre nations. Donc ça, c'est un premier schéma dont, au demeurant, l'actualité de ces temps-ci peut être raccordée. C'est-à-dire le risque d'une évolution autoritaire avec des tensions de plus en plus grandes à laquelle le système oligarchique répond par un autoritarisme de plus en plus grand et un désir éventuel belliciste de plus en plus grand. Et l'autre voie de réponse possible, eh bien, c'est que dans les pays riches, il y ait une acceptation du phénomène historique massif que nous sommes en train de vivre et que les sociétés, plutôt que de se braquer contre cette évolution, s'organisent pour s'adapter à ces nouvelles conditions historiques. Alors, en gros, ça suppose trois axes politiques. Quand je dis politique, là, vous comprenez-moi bien, c'est les choix collectifs que nous faisons. En gros, on peut dire que ces axes politiques, ils sont bien connus maintenant. Ça n'était peut-être pas le cas il y a 20 ou 30 ans, au moment du début de l'altermondialisme. Maintenant, les axes sont assez bien connus de ce qu'il faudrait faire, même si les moyens pour les mettre en œuvre ne sont pas clairs. C'est d'une part reprendre le contrôle des marchés financiers et des banques. La deuxième chose, de réduire fortement les inégalités. Et là, j'insiste sur ce point. Pourquoi? D'une part, pour changer le modèle culturel et ce mécanisme de la réalité ostentatoire induit par le haut que j'ai décrit. La deuxième chose qui est aussi tout à fait essentielle, c'est pour faire accepter aux classes moyennes cette évolution nécessaire, parce que si on va dans les pays riches vers une baisse de la réduction de consommation matérielle et de consommation énergétique, ce n'est pas les pauvres qui vont le supporter, qui devraient avoir à le supporter. Ce n'est pas seulement les riches, avec les 2-3% qu'ils représentent, n'ont malgré tout pas un impact écologique suffisant pour que leur évolution suffise à changer la donne. C'est bien à l'ensemble des classes moyennes que cette orientation est proposée. Mais je crois qu'il est clair que pour l'ensemble de ces classes moyennes, les 50 à 60% de personnes qui vivent à peu près convenablement et dont tous ici, je pense, nous faisons partie, ça sera difficile d'accepter d'aller, de changer de mode de vie, par exemple de renoncer à un séjour au ski, pour prendre un exemple provocateur, si on est dans une situation où il y a toujours des gens très riches qui, eux, continuent à se comporter de manière tout à fait exagérée. Et puis, il y a un troisième aspect qui est tout à fait essentiel,
et qui rend la réduction des inégalités essentielle pour aller dans une logique écologique différente, que l'évolution des inégalités, c'est pas seulement un phénomène social, mais un phénomène de pouvoir, un phénomène de comparaison, c'est bien aussi l'appropriation d'une partie de la richesse collective qui est transférée d'une partie de la population ou de la société vers une autre. Autrement dit, par exemple, notre façon de voir l'évolution des inégalités, qui était, cette discussion entre économistes, qui est de voir le déplacement de PIB qui a été fait. En gros, je vous fais en résumé, les économistes estiment, alors il y a un débat, est-ce que c'est 5%, est-ce que c'est 10%, il y a cette fourchette, mais ça veut dire qu'au minimum 5% l'évolution des inégalités que je vous ai décrites, ça s'est traduit par le fait que 5% du PIB, produit intérieur brut, s'est déplacé des salariés vers les détenteurs de capital. Alors 5%, eh bien, comme vous le savez, le PIB de la France, c'est à peu près 2 000 milliards d'euros. 5%, ça fait 100 milliards d'euros. Voilà. C'est donc une somme extrêmement conséquente. Avec laquelle on peut faire quoi? Eh bien, on peut d'abord alléger la situation des plus pauvres et faire en sorte que eux, ils ont des vrais besoins de consommation, à améliorer leur situation. Et puis par ailleurs, orienter notre activité économique différemment en investissant dans d'autres secteurs. Et puisque c'est le troisième axe, c'est écologiser l'économie, c'est-à-dire, ça a été évoqué d'une certaine manière par Luc Abadie, c'est d'aller vers une économie où l'activité humaine chercherait à minimiser son impact sur l'écologie. Alors ça peut se faire, mais je ne le détaillerai pas, ça prendrait pas mal de temps et peut-être que ça viendra dans la discussion. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des besoins de transfert, d'organisation, de répartition autre de nos investissements qui est nécessaire. Alors voilà, je conclurai là-dessus en vous disant qu'il me semble qu'on est dans cette alternative entre deux scénarios, un scénario qu'on voit assez nettement se dessiner de radicalisation des riches, pour reprendre l'expression de Christopher Lasch, peu importe, et d'évolution autoritaire et belliciste tout à fait possible, et puis l'autre option qui est d'aller vers une forme de société qui serait fondée sur les principes de l'écologie et de la justice. À vrai dire, je ne sais pas du tout dans quelle direction nous allons. Il y a un élément qui est essentiel dans cette situation, c'est qu'on sent que l'époque bouge énormément. Elle bouge par le fait que depuis plusieurs années, il y a comme une sorte de jeton qui passait d'un pays à l'autre et on voit des formes de rébellion ou de soulèvement qui n'aboutissent pas forcément à des vrais changements, mais qui manifestent que ça bouge beaucoup. J'évoquerai le printemps arabe à partir de 2011, ce qui s'était passé au Chili en 2011, le printemps arabe qui était parti du mouvement étudiant au Québec en 2012, ce qui s'est passé récemment au Brésil, en Turquie, ce qui s'est passé très récemment au Burkina, où on a évoqué, il y a un changement tout à fait étonnant en quelques semaines d'un pouvoir dictatorial, et puis aussi les mouvements qui peuvent se passer en France, par exemple autour de Notre-Dame-des-Landes, qui est pas très loin, avec tous les mouvements qui sont passés autour du gaz de schiste, toutes les âges qui se passent en France, et puis peut-être on va voir ce qui se passe en Grèce à la fin de la semaine, à la fin du mois, pardon. Voilà, je préfère rester en suspens parce que je ne sais pas vers où nous allons aller, mais je vous remercie de votre attention. Merci.